Bonjour à toutes et à tous et merci de répondre présent une fois encore à votre émission hebdomadaire à Palabre. Aujourd'hui, nous parlerons bien évidemment du coronavirus où le gouvernement, en conseil des ministres extraordinaire mardi dernier, a pris de nouvelles mesures afin de freiner la propagation du virus sur le sol béninois. Des mesures qui ont été jugées pas à la hauteur de la menace selon plusieurs personnes. Également au menu de cette émission, la question des emprunts de l'État qui est encore revenue sur le tapis cette semaine. Après les 88 milliards mobilisés le 5 mars 2020, le Bénin était de retour sur le marché financier de l'UEMOA. Cette fois-ci, le pays a pu lever un montant de 30 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'UEMOA. Mais que fait-on réellement avec tout cet argent et qui va rembourser cette dette qui devient colossale? Mes compagnons sont déjà avec moi. À ma gauche, j'ai Yves Dakoudi. Bonjour Yves. Bonjour. De l'autre côté, j'ai Nassis Ressou qui vient épauler temporairement Landry Vaugy qui est un peu indisponible. Bonjour Nassis. Bonjour, et merci d'avoir rejoint cette émission où nous opinons sur les sujets brûlants de l'actualité mais à bâton rompu. Merci, c'est tout un plaisir. Je le disais, le Conseil des ministres s'est réuni en séance extraordinaire mardi dernier. Les travaux ont été exclusivement consacrés aux nouvelles mesures à prendre en vue d'éviter la propagation de la pandémie du Covid-19 dans notre pays. Au total, 11 mesures ont été prises à la suite des dispositions antérieures dans le cadre de la prévention de l'épidémie. Des mesures, Yves, justifiées selon vous? Oui, c'est justifié, tout dépend de l'angle sous lequel on veut bien voir ces décisions-là qui ont été prises. Et j'ai la faiblesse de croire que ceux qui les ont prises, je veux parler des membres du gouvernement, ça n'a pas été l'œuvre d'un seul individu. Chaque ministre sectoriel a dû mettre un certain nombre de données dans la balance pour que finalement nous ayons ces mesures-là. C'est vrai que par la suite, ça a beaucoup jasé, ça continue beaucoup jaser parce que beaucoup, je ne vais même pas dire, beaucoup s'attendaient à ce qu'il y ait un certain nombre de mesures comme la fermeture des écoles, des universités, les lieux de culte, les bars et autres là, qui est systématiquement cela. Cela n'a pas été spécifié et donc c'est normal que ça laisse un certain nombre d'internautes sur leur fin, comme on le dit, mais de là, moi je dis que si ces mesures ont été prises certainement pour voir l'évolution de la pandémie, et je sais que si ça tourne autrement, on sera bien obligé de s'adapter. Moi, c'est ma lecture. Narcisse, on attend peut-être que nous comptons plus de morts avant de prendre des mesures beaucoup plus drastiques. Vous voyez ces mesures comme une déception ou vous attendiez à pareille chose? Nous, souvent on dit que l'enfer aussi pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire que ceux qui ont pris des décisions, ce n'est pas forcément pour qu'on compte des morts. C'est juste pour prendre des mesures pour qu'on évite une situation certainement dramatique. Mais hélas, c'est que chacun juge de son côté que ces mesures ne sont pas à la hauteur des attentes, à la hauteur de la psychose et à la hauteur de l'ampleur de ce drame que vivent déjà des pays qui ont de grands moyens plus que nous. C'est peut-être là la psychose, c'est peut-être là la peur. Et puis moi, personnellement, il faut dire que dès que j'ai appris qu'il y a un conseil extraordinaire des ministres, j'ai dit, une fois,
c'est rare d'avoir de conseil extraordinaire de ministre. Et en parenthèse, on n'oublie pas quand même que finalement le compte rendu est sorti, mais très tard. Exactement. Disons même le jeu, ce n'est plus le mardi, mais c'est sorti le mercredi matin. C'est vrai, c'est sorti la nuit, mais beaucoup dormaient déjà. Beaucoup dormaient. Vers 1h, quand moi je suivais vraiment l'actualité, c'est sorti quand même. Ce n'est pas sorti le mardi, mais c'est sorti le mercredi. Très tôt. Très tôt. Et finalement, enfin, c'est un conseil des ministres où on nous avait annoncé depuis la veille, qui est censé démarrer vers 9h. Évidemment. Finalement, ça a duré. Ça a tellement duré. Moi j'ai dit Alléluia. C'est vrai, on dit en carême, il n'y a pas Alléluia, mais j'ai dit Alléluia. Il y a dit nos autorités ont pris la mesure de la situation, ils sont allés en conseil. C'est vrai que de l'extérieur, on peut penser que les gens se sont attablés depuis 8h, 9h et que c'est à 1h du matin qu'ils ont fait sur la main. Je crois qu'en matinée, il y a eu des travaux entre les ministres d'abord. Oui, enfin, comme ils ont l'habitude de le faire chaque semaine. Et c'est totalement en soirée qu'il y a eu maintenant une séance avec le donc en réalité PR et tout. Donc les gens quand on a dit conseil extraordinaire des ministres, que bon, les gens pensaient que à 9h là tout le monde est en salle et que bon voilà, alors que ça s'est passé comme ça. Mais ça surprend encore. Quand on entend Yves, c'est que il y a une préparation minutieuse. Il y a eu des commissions avant qu'on aille. Mais pourquoi finalement ces décisions elles ont laissé sur notre fait? Parce que quand moi j'ai lu le mercredi très tôt, j'ai été dans l'agitation, je dirais, de vouloir écrire sur les réseaux sociaux que ça laisse à désirer. Mais je me suis retenu. J'ai dit, c'est peut-être émotif, attends, mûris bien, relis. J'ai attendu. Et du coup, j'ai commencé par faire d'autres choses dans la journée. Quand finalement, retournant sur les réseaux sociaux, j'ai commencé par lire les mêmes impressions que j'avais au départ. J'ai dit, mais finalement, je n'étais pas le seul à constater qu'il y avait trop de littérature sans trop de pragmatisme face à une situation pareille. Le pragmatisme que vous réclamez aurait consisté à quoi, par exemple? Ça nous situerait vous savez, d'accord, on est là. Je prends un exemple. Le Niger, malheureusement, a déjà enregistré un cas. Le Niger était encore à 0 cas quand il a pris des mesures que nous prenons déjà avec 2 cas. Fermer ses frontières, arrêter les écoles et tout ça. Là. Il y a le Mali, il y a beaucoup de pays. Mais nous avons déjà enregistré un cas. Il y a même déjà eu une fausse alerte que quelqu'un a transité par le Bénin. Vous savez, oui, il y a un instant à nous, oui, au Togo. Donc tout ça là devait nous... Vous savez, depuis qu'on a dit ne plus se serrer les mains, je fais l'exercice personnellement, mais je n'y arrive pas parce que c'est un réflexe qu'on avait au quotidien, à chaque seconde. D'où anticiper sur des mesures serait déjà nous amener dans une certaine pratique, à nous habituer, même avant que le pire n'arrive. Ce qui voudra dire, on ne doit pas attendre, prendre des dispositions, dire, commencez pas à faire ceci, attends, quand il y a les topa là, et on dit enfin, le client ou bien celui qui prend topa doit se tenir à 1 mètre de l'autre. Mais ça est-ce qu'on vient d'avoir vécu? Il y a un aspect. Je crois que beaucoup rêvent du confinement sans avoir une idée précise de ce que c'est. Le confinement, suppose, je prends le seul cas de Cotonou. Plus de 2 millions en circulation. Marché d'Antokpa fermé. Tous les marchés de Cotonou fermés. Tous les bars fermés. Le transport paralysé. Totalement. Les rues sont désertes. Et au niveau des frontières également, pas d'activité. Toutes les activités sont suspendues. Et nous ne sommes pas encore au niveau où on peut travailler à distance. Ce qui n'est pas le cas des pays développés, ou même chez eux, ils peuvent déjà, ils peuvent toujours continuer à travailler. Et lorsque vous quittez cet aspect-là, nous, par ici, les populations, ça ne vit pas de la même façon qu'en Europe. Vous avez des gens qui vivent au jour le jour. C'est ce que le conducteur de Zémillan, c'est ce qu'il sort de chez lui le matin, c'est ce qu'il ramène là. C'est dans ça que les enfants prennent le petit déjeuner le matin. D'accord? Et donc, ça veut dire que pendant 15 jours, on bloque tout cela à la maison. Hier, moi je me suis amusé, c'est
à titre d'exemple, j'étais devant chez moi, il y a une dame, celle qui nous vend de la bouillie au quartier est passée. Elle a dit, ben, madame, il y a une maladie. Il paraît qu'il ne faut plus sortir, qu'il faut rester chez soi. Juste pour voir sa réaction. Elle dit, ah, qu'elle a appris qu'il y a une maladie qui circule, mais si elle reste à la maison là, est-ce qu'on va lui donner à manger? Oui, mais Yves, l'un des principaux reproches que nous qu'on fait au gouvernement à travers ces mesures, c'est quand même d'avoir autorisé qu'il y ait un certain semblant de confinement, peut-être pour certaines personnes, mais que les écoles, qu'on quand même demande aux écoliers de continuer par aller à l'école. Et pourtant, ce sont les écoles sont aujourd'hui les grands vecteurs de la transmission de cette maladie. Donc pourquoi ne pas demander, par exemple, que les écoles soient fermées? Puisque la conséquence de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on voit que finalement, l'Église catholique a décidé de fermer. Donc, est-ce que c'est quelque chose que peut-être le gouvernement n'aurait pas dû le faire et laisser maintenant les coups aux gens de décider par eux? Personnellement, ça fait partie de mes enfin, c'est une décision à laquelle moi je m'attendais personnellement aussi. Mais je ne sais pas les données qui sont entrées en jeu pour que, bon, finalement, on laisse libre cours à cela. Mais bon, vous allez voir certaines écoles, notamment confessionnelles, déjà prennent des notes pour suspendre les cours. Oui, il y a un aspect aussi qu'on est en train d'occulter, la sensibilisation. Je n'ai pas senti cette sensibilisation des populations. On est combien l'électrons, on est combien sur les réseaux sociaux. La bonne dame dont vous parlez, et quand vous questionnez, quand vous parlez du coronavirus au dehors, dans la rue... Comment est-ce que vous voulez qu'on sensibilise les gens alors qu'on dit qu'il ne faut pas regrouper? Il ne faut pas regrouper. Oui. Non, on n'a pas besoin, on a des gongonneurs. Quand il y a élection, quand il faut aller sortir pour prendre avis, on sait comment on fait. Oui. Il faut alerter, même si c'est seulement gongonner, alerter et demander qu'on gongonne pour dire aux gens, lavez-vous régulièrement les mains, or qu'on le dise dans nos langues, qu'on ait de l'eau devant les portes quand on vient du dehors. Mais, statu quo, on se contente de faire comme point de presse dans les médias, et puis sensibiliser une population aussi. C'est vrai que aussi analphabète que la nôtre. C'est vrai qu'on peut avoir une vue assez généraliste de la question. Moi, je n'ai pas été vraiment dans les quartiers, les villages pour voir. Parce que j'ai appris qu'il y a certains élus qui ont mis des gongonneurs. Prenons Cotonou seulement, vous en avez remarqué? Et qui non, mais il y a, lorsque vous prenez Cotonou, il y a combien de gongonneurs à Cotonou? Nous sommes tous devenus des lettrés, les gens qui sont sur les smart, ce n'est plus... Ils sont dans tous les quartiers, oui, ils sont là. Oui, par contre... mais bon, dans tous les cas, je crois que d'une manière ou d'une autre, la sensibilisation... Elle flotte. Elle flotte, elle vient de commencer. Ça n'a pas encore pris, la sensibilisation n'a pas encore pris. Ça n'a pas encore pris. Cela devrait être. Ouais. On estime quand même que le gouvernement est à pied d'œuvre et que très bientôt les choses vont véritablement prendre. Mais l'autre chose aussi, j'ai évoqué la question donc de la non-fermeture des écoles, le ministre de la Santé, M. Roumpating, s'est justifié. Il a estimé, et là je le cite, que lorsqu'on regarde très bien la propagation de ce virus, pas d'abord des personnes adultes. Et il continue, c'est de nous assurer que nos enfants puissent effectivement respecter les règles d'hygiène, notamment le lavage systématique des mains à l'eau et au savon. Donc pour le ministre, c'est ce qui justifie la non-fermeture jusqu'à l'instant donc de nos écoles. Pour vous, est-ce que c'est assez consistant pour que... Non, c'est assez vrai. Il est démontré scientifiquement que c'est le virus, c'est beaucoup plus virulent sur les personnes de certain âge parce qu'il semble que les enfants ont un système immunitaire qui oppose quand même de la riposte. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas contaminés. Non, ça ne veut pas dire. Ils peuvent l'avoir, mais comme eux, ils sont résistants, ils peuvent contaminer d'autres. Maintenant, est-ce qu'on peut être certain que devant nos écoles, les enfants peuvent respecter? Moi, je crois, et c'est personnel, je crois qu'un enfant à la maison peut être beaucoup plus amené à se laver les mains parce que les parents sont là et veillent à cela. Vous avez tous des enfants, quand ils vont à l'école, vous savez un peu comment ça se passe. Je ne suis pas sûr
moi, je ne suis pas sûr que ceux qui encadrent mes enfants à moi puissent y veiller en cette période de crise, comme moi-même je l'aurais fait. Donc, c'est pour ça que je dis, il y a forcément des données qui ont milité à ce que, pour l'instant, les écoles, les universités et autres là, ne soient pas décrétées. Et il ne devrait pas en avoir. La tergiversation, c'est ça aujourd'hui qui cloue l'Italie. La tergiversation, c'est-à-dire on minimise un virus. Au départ, on se dit ben on est loin ou bien non, on prend des dispositions. Mais les mesures systématiques, draconiennes pour, dès le départ, endiguer le mal, serait l'idéal. C'est-à-dire qu'on ne joue pas au médecin après la mort. C'est-à-dire, c'est un virus assez hypocrite. Bon, je dis assez hypocrite pour le traiter ainsi. Vous êtes atteint, mais il va falloir 2 semaines avant qu'il déclenche les hostilités chez vous. C'est là le drame. Et déjà, au cours de ces 2 semaines, vous êtes capable de contaminer. Et j'ai vu, moi, dans les vidéos sur Facebook, aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait assez de bénéfices, de ressources aux sociétés de GSM, parce qu'on télécharge, on s'informe. Moi, j'ai vu des enfants dans des lits en Europe pour le coronavirus. Donc, on ne peut pas dire que les enfants ne sont pas, peut-être qu'ils ont un organisme beaucoup plus résistant. C'est en termes de proportion. Ce n'est pas dit que les enfants ne sont pas malades. Voilà. Mais le problème n'est pas là. Le problème se situe où? C'est l'interaction sociale. Il faut minimiser, réduire au maximum possible les interactions humaines. Ce n'est pas parce que les enfants ne sont pas, ils ont un organisme beaucoup plus résistant, mais ils sont des vecteurs de transmission. C'est parce qu'au marché, dans les grands lieux d'économie, on ne peut pas encore, pour le moment, on suppose prioriser l'économie. Mais les enfants, on peut, parce qu'ils quittent les parents, ils viennent, ils sont avec beaucoup d'autres enfants qui vont retourner à la maison. On risque de créer beaucoup de foyers. Et c'est ça qu'il faut très tôt éteindre. Il faut créer les distances. Là, si je continue avec vous, vous savez que l'une des mesures prises par le gouvernement est la mise en quarantaine systématique et obligatoire de toute personne venant au Bénin par voie aérienne. En conséquence, le gouvernement a décidé de la réquisition d'1 millier de chambres d'hôtel à cette fin. Mais dans une publication sur sa page Facebook, l'artiste béninois Richard Flash, que vous connaissez tous, a déploré les conditions de confinement mises en place par le gouvernement béninois. Et je le cite, il dit « Même si le chef de l'État, Patrice Talon, est décidé à faire le nécessaire, le ministère de la Santé reste un désert de compétences et donc ne l'aide pas vraiment. S'il vous plaît, ce que j'ai vécu hier à Sun Beach Hotel en quarantaine ne ressemble pas du tout à Patrice Talon. L'organisation est nulle. 0, 0, 0. Selon vous, je commence par vous. D'abord, je ne voudrais pas lui jeter. Que s'est-il passé avec les voyageurs? Je ne voudrais pas lui jeter la pierre. Je voudrais pas lui jeter la pierre parce que simplement, il agit dans un ensemble de groupes. C'est un gouvernement. Certes, le ministre de la Santé agit, mais c'est un gouvernement qui est en train d'agir. Ça fait un. Secondo, en matière de confinement, je ne pense pas que ça soit le ministre qui soit plus visé. C'est d'abord les forces de l'ordre. Donc là, si on parle de Humpati, on parle de Sakalafia, on parle de, je ne sais pas, on parle de beaucoup de ministres. Donc là, nous sommes en train de voir simplement Humpati, d'accord, on veut lui jeter la pierre, d'accord, mais non. Pour que les délégations aillent, il paraît qu'il y a eu des forces de l'ordre, mais ils étaient au dehors et qu'il faut se disputer les clés. Non, il faut en conséquence à l'intérieur. Je ne voudrais pas aller sur d'autres appels, sur d'autres commentaires. Sinon, d'accord, Yves, je repose la même question. Que s'est-il réellement passé? Ce qui s'est passé et que nous savons, avant de l'apprécier, il faut d'abord poser... Déblayer le contexte. Oui. Nous avons eu le Conseil des ministres, je crois que c'était le 17, qui a pris 11 mesures. Et la mesure 3, mise en quarantaine systématique et obligatoire de toute personne venant au Bénin par voie aérienne. Alors, lorsque vous prenez cette mesure-là, 3, il y a que l'ensemble de ces mesures-là entrent en vigueur le jeudi.
c'est-à-dire le jeudi 19 à 0 heure. Or, le vol là atterrissait le mercredi 18 nuit. Et donc, techniquement, les voyageurs qui étaient à bord de ce vol-là ne sont pas encore concernés par cette décision du gouvernement. Mais néanmoins, des dispositions ont été quand même prises pour les convoyer vers les hôtels. Ce qui a manqué dans la communication et qu'on a pu relever après, c'est que dès que le Conseil des ministres a dit que tous ceux qui viennent au Bénin par voie aérienne seront confinés systématiquement, a dit toute l'opinion est restée braquée sur le confinement systématique sans plus prendre le temps de est-ce que ceux-là qui viennent sont concernés par cette mesure-là. Ils auraient pu ruser, je veux parler des membres du gouvernement, traîner au niveau des hôtels, par exemple, jusqu'à ce que les mesures-là n'entrent en vigueur pour confiner. Et donc, il s'était agi d'examiner les voyageurs, de voir ceux qui étaient en mesure de s'auto-isoler, de voir si parmi eux, il n'y a pas des cas déjà, parce que j'ai appris, je n'ai pas été à Sandwich Hotel, j'ai appris que certains ont été examinés, parmi eux, d'autres pas. Et donc, si c'est que la mesure de confinement était déjà en vigueur, on pouvait être en train de dire tout ce que nous disons là. Et si vous partez de ça aussi, il y a un détail qu'il faut aussi prendre. Pourquoi est-ce que c'est au niveau de Sandwich seul que ça s'est passé? Parce que c'est pas ce seul hôtel là, qui a accueilli les voyageurs de ce vol là. Pourquoi est-ce que c'est à ce niveau? Ils en ont eu 73, je crois. Ils ont laissé 24, puis après ils ont laissé sortir 8. Ça fait les 32. Pourquoi ça s'est passé ainsi? Ce que moi je peux relever, c'est qu'il y a eu une faille, ne serait-ce qu'au niveau de la sécurité, au niveau de l'hôtel. Quelqu'un devrait être en mesure là d'empêcher que les gars sortent. Mais bon, je te laisse la parole, c'est quand même une question à poser, mais je laisse la parole. Non, mais c'est ça j'appelle tergiversation, c'est ça j'appelle légèreté aussi. Parce que à ce stade où le monde entier est en alerte maximale, on ne peut pas dire qu'un vol qui doit descendre dans un pays, que les gens seront à confinement ou auto-isolement, ça doit être systématique. Je donne un exemple. Ça dit quand vous quittez le Bénin par la voie terrestre à Ila-Kondila, quand vous traversez la frontière béninoise, vous constatez que le Bénin est relax, le Bénin ne s'inquiète pas. Mais dès que vous arrivez au niveau de la barrière togolaise, vous sentez qu'il y a un pays qui est en alerte maximale, qu'il y a un pays qui fait un contrôle par rapport à un virus. Oui, mais par rapport au Togo, est-ce que vous savez que le Togo sort récemment d'une situation électorale? Est-ce que c'est pas bon? Non, ce n'est pas... Bon, situation électorale, il y a la calmie. Notre chef d'État a déjà félicité le président togolais. Donc, oui, est-ce que c'est pas tout ça qui renforce le contrôle au niveau de la... Non, ils ont aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux, j'ai pas eu les informations officielles. Oui, mais dans tous les cas, aujourd'hui, le Togo compte déjà 8 cas selon les informations qui circulent. Mais on sent depuis toujours, depuis déjà près d'une semaine, arriver à la frontière. D'ailleurs, la dame dont on parle, comment elle a été détectée, elle a pu passer par les barrières béninoises, mais on a pu la stopper au niveau du Togo. Donc, il y a une légèreté. Et on ne prend pas, c'est tout comme si on a foi que Dieu nous sauvera ici et qu'il faut laisser... J'ai entendu le ministre dire que les 32 cas, les 32 personnes
ils ont été appelés et ils doivent assurer qu'ils resteront. J'appelle ça. On a estimé que bon. J'appelle ça légèreté. On doit aller les reprendre, les repêcher et les confiner pour la durée qu'il faut. J'ai appris qu'ils ont tous été rapatriés, déjà ramenés. Oui, donc finalement est-ce que ça montre pas que bon, on fait comme ça? C'est comme il a dit, de la tergiversation. On n'est pas prêt. Non, est-ce que sur cet aspect-là, bon, par exemple, hier, tous ceux qui sont descendus à Cotonou ont été confinés systématiquement parce que la mesure est entrée en vigueur. C'est ça qui fait que j'ai du mal à faire le débat. Si c'était que la mesure était en vigueur et que ça s'est passé comme ça, je peux comprendre. Mais là, il y avait ce laps de temps là avant que la mesure n'entre en vigueur et donc certainement les gens en ont profité. En tout cas, je ne voudrais pas faire de mauvaises annonces, être oiseau de mauvais augure comme on le dit, mais si on doit se référer à par où les autres ont pris part pour être aujourd'hui à des milliers de cas, c'est que d'ici 2 semaines, je pense que nos hôpitaux seront débordés. Prions pour que ça n'arrive pas. Il faudrait qu'on prenne déjà, qu'on anticipe pour savoir que d'ici une semaine, qu'on puisse préparer un personnel. Dans les autres pays, les gens sont allés même à demander à ceux qui sont allés à la retraite, mais qui sont en forme et qui peuvent encore travailler, de venir renforcer le système médical, le personnel médical. Non, c'est vrai que je n'en ai pas la preuve, mais ça doit être en vigueur aussi ici. Si tant est je le souhaite. On a besoin de médecins, de gentilles et tout. Merci à vous. Oui, pour finir passer à un autre sujet, le côté social, puisque c'est maintenant que négligé. Oui, justement, et c'est là que je voulais en venir d'ailleurs. Vous savez que finalement, beaucoup de milliards ont été décaissés dans cette affaire, puisque le porte-parole du gouvernement, Alain Ouroula, dans la présentation du compte rendu de ce Conseil des ministres extraordinaire, a fait savoir que le gouvernement béninois a déjà mobilisé une somme de 10 milliards de francs CFA pour la riposte contre le coronavirus. Cette somme mobilisée avec l'appui des partenaires techniques et financiers est destinée à la prise en charge optimale des patients à travers l'acquisition des équipements et consommables. Notons aussi que le 8 mars dernier, le gouvernement avait annoncé avoir mobilisé 6,950 milliards de francs CFA pour les actions urgentes contre le coronavirus. Et l'une des questions que moi j'ai lues sur la toile, c'est que les gens se demandent finalement, est-ce que ce conseil des ministres extraordinaire qui finalement a duré tout le temps n'a pas été un conseil des ministres pour les affaires qu'autre chose finalement, parce qu'on parle quand même de beaucoup de milliards qui vont être mobilisés. Non, soyons quand oui, même. Mais puisqu'on parle déjà même de 1000 hôtels qui ont été réquisitionnés. Oui, mais lorsque dans notre environnement que vous connaissez là, vous avez besoin en urgence de 1000 lits, dans l'environnement que nous avons avec les hôtels que nous avons et tout, et que cette mesure s'impose à vous, vous pensez que c'est sur coup de tête qu'on peut le faire? Ah non, il faut s'asseoir, il faut faire venir les professionnels et tout, voir le nombre de disponibilités et tout ça, ça peut bel et bien prendre une journée entière. Ça ne veut pas dire que les gens sont allés s'asseoir pour les affaires, parce que de toute façon les hôtels, il faut les payer, parce que vous y mettez les gens, il faudra désinfecter aussi après. Ça a un coût. Ça a un coût. C'est vrai, je n'ai pas évalué pour savoir ce qu'il faut, exactement ce qu'il faut, mais c'est pas gratuit. Bien sûr. Mais est-ce que vous savez que on peut courir le risque d'en venir à un confinement total? Oui. Et si on doit en venir là, est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, le gouvernement est en train de prendre des dispositions? Vous-même, vous l'avez dit, le ZEM, quand il sort, il va chercher l'argent pour nourrir ses enfants le lendemain, le petit matin. Oui. Donc, là où nous sommes aujourd'hui, par quelle alchimie le gouvernement, si on doit arriver à un confinement total, pourra aider les familles à s'en sortir? Parce que on dit
Et c'est là justement le drame, parce que ce virus, si le confinement total vient dans un pays, devait venir dans un pays comme le Bénin, ça sera l'apocalypse. Exactement. Ça sera l'apocalypse parce que... Peut-être qu'il faut donner quand même un petit cachet au gouvernement qui jusque-là, on sent quand même qu'au-delà de tout, veut faire en sorte... Non. Là où je dis ils ont péché pour t'arracher la parole. On ne peut pas parce que nous allons nous retrouver dans une situation... Non, mais progressivement, il faut que ça commence. Où le gouvernement doit donner à manger à tout le monde. Tout à fait. Il faut qu'on arrive progressivement à commencer par annuler tout ce qui est aléatoire, pour que les gens savent que... Oui, qu'est-ce que vous estimez d'aléatoire, par exemple, dans les mesures qui ont été prises là, par exemple? Le bar, le stade, les lieux non, il faudrait qu'on commence, qu'on puisse dire seulement... Ce sont les lieux de loisirs, hein? Même si d'autres fonds économiques, ce n'est pas urgent. Le marché, les gens doivent aller s'approvisionner. Je suis d'accord. Le marché, les gens doivent... Et moi, c'est vrai, c'est pas la panique, ce n'est pas la peur, mais c'est la prédisposition. Moi-même, j'ai milité pour que ces lieux-là soient décrétés fermés en attendant, parce que vous n'avez pas idée du nombre de gemmes qui circulent dans ces endroits-là. Mais bon. Souvent, c'est un lieu de rencontre avec surtout beaucoup d'étrangers. Beaucoup d'étrangers. Aujourd'hui, quand on vient au Bénin, c'est souvent des lieux de rassemblement. Et les gens, ça dit, je disais que le virus est hypocrite. Il est là, mais vous ne savez pas. Donc, du coup, comme ce n'est pas visible, on le minimise. On dit, ben, non, c'est leur affaire. Écoutez, les gens sont parce qu'on a quand même beaucoup de ce sujet. Une autre rapidement, toi, par rapport à la décision du gouvernement, tu donnes quelle note sur 10? Ah, s'il faut noter... Bon. Très rapidement, je donne 10 sur 20. 10 sur 20. Ouais, donc 5 sur 10. Voilà, 5 sur 10. C'est-à-dire passable. Non, bon, ça c'est votre note à vous. Moi, j'estime que des efforts ont quand même été faits. Mobiliser autant de sous dans une situation de crise et avec une telle rapidité, célérité, c'est à féliciter, parce qu'il a fallu faire ériger un centre de confinement pour les personnes atteintes par le virus et tout. C'est vrai, sur les décisions qui ont été prises, il y a quelques attentes, il y a quelques aspects sur lesquels les populations, les citoyens voudraient bien que le gouvernement s'appesantisse, qui n'ont pas été au rendez-vous. Moi, je mettrais 8 sur 10. 8 sur 10 pour le gouvernement. Oui, je mettrais 8 sur 10. Et donc les deux là, quand ils vont prendre ça là, quand ils vont prendre les autres mesures là, bon, ça pourra faire le complet. En tout cas, merci vraiment à vous pour vos opinions. Et on passe rapidement à l'autre sujet. Et ça, vous le savez aussi, que cette semaine, le Bénin était encore à la recherche d'un emprunt sur le marché financier de l'UEMOA. Après les 88 milliards mobilisés le 5 mars 2020, le Bénin a levé jeudi un montant de 30 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'UEMOA. Le pays semble donc avoir la confiance des investisseurs. Mais la question qu'on se pose, c'est qui va payer ces emprunts? Aujourd'hui, beaucoup évoquent le fait que les emprunts servent même à payer les salaires. Est-ce que selon vous, c'est un avis justifié? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que finalement le Bénin emprunte un peu trop? C'était un débat qu'on a fait la semaine dernière, mais c'est toujours d'actualité, donc nous y revenons encore aujourd'hui. Finalement, qui va payer ces emprunts? Non, qui va payer? L'État est une continuité, donc ce sont ceux qui vont venir après, ce sont les contribuables. Et vous n'avez pas l'impression, comme beaucoup d'internautes se le demandent, qu'aujourd'hui on emprunte de l'argent pour pouvoir payer les salaires? Ou pour régler d'autres dettes, en fait. On emprunte, donc on contracte une dette pour pouvoir régler d'autres dettes en instance. C'est vrai que sur la question, je n'ai pas vraiment de données fiables. Je ne peux pas dire qu'on est allé faire tel emprunt pour payer les salaires, on a pris tel prêt pour venir combler tel gap. Ce que je sais, c'est qu'un pays qui emprunte, c'est forcément parce que le pays peut... est solvable. Oui, est solvable qu'on continue. Le DG, le directeur général de la... Oui, c'est parce que, bon, j'estime que c'est parce que nous pouvons encore emprunter et qu'on
profitent. Dans tous les cas, aujourd'hui, c'est très clair. Les investisseurs donnent beaucoup de crédit à notre pays puisque, comme je l'ai dit le mardi, le 5 mars, il y a eu plus de 80 milliards et aujourd'hui 30 milliards. Et figurez-vous, même il y a eu beaucoup plus d'offres d'ailleurs, beaucoup plus de soumissions et finalement le pays a retenu 30 milliards. C'est la preuve quand même évidente que le pays est bien solvable, n'est-ce pas, Narcisse? Moi, j'ai de véritables difficultés à me prononcer sur l'état financier du pays, tout ce qui concerne l'argent. Parce que hier, vous auriez eu des débats autour, vous auriez eu la chance d'un débat franc à l'Assemblée nationale où les parlementaires veulent savoir si ça. Aujourd'hui, c'est des informations confinées, c'est le mot en vogue, si c'est le pardon, c'est des informations confinées quelque part qui sont difficiles d'accès. Vous ne pouvez pas ici dire, l'État est en train d'investir tel nombre de... C'est ce qu'on vous sert, que vous prenez, vous en allez avec. Mais aujourd'hui, il y a les lois de, comment dirais-je, de documents confidentiels, il y a tant de débats. Donc, en matière d'investigation financière, je ne suis pas journaliste économique pour pouvoir investiguer dans le domaine. Donc, c'est pourquoi je garde beaucoup de réserves. Mais le fait est là. On emprunte beaucoup trop. Et ceux qui empruntent, ce sont ceux-là même qui nous ont servi l'information dès leur arrivée, parce que le gouvernement précédent devrait laisser une loi de 1200 milliards. Ça a fait toller. C'était trop pour le pays, 1200 milliards de dettes. On a endetté le pays. Aujourd'hui, on est à 4 d'éjection et on est... Bon, je dis que je ne veux que... Mais il y a eu ça circulé quand même, la sœur Kani Soglo en a parlé. Je reviendrai d'ailleurs. Et là, on est déjà à près de 5000 milliards de dettes. Donc, ça inquiète. Et puis, on se demande, c'est injecté où? On se demande, il y a tellement de partenariats public-privé aussi, à la cité cassée, c'est revenu. Donc, on est dans un foutou où on n'est que observateur. Mais on s'inquiète si c'est vraiment le Bénin qui va emporter. Et il y a de quoi s'inquiéter pour se demander est-ce que tout cela ne se gère pas avec une ruse financière, hein? Est-ce qu'on passe pas derrière, pas de contournement pour... Et dans tous les cas, puisque vous l'avez évoqué, Kani Soglo qui a fait une tribune toujours cette semaine, et je prends une petite portion de ça, il dit, aller sur le marché financier, oui, emprunter plus de 80 milliards, pourquoi pas, mais nous devons savoir à quelle fin. À quelle fin? Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que nous savons pourquoi est-ce que ces milliards sont empruntés? Est-ce qu'il y a une voix, quelqu'un qui peut nous dire aujourd'hui? Je vais te servir encore un élément. Je crois, je ne sais pas là où on en est aujourd'hui. Si j'ai dès à peine 2 ans, je crois, de gestion déjà, de leur gestion, il y a un acheteur de dettes. Je ne sais pas si on est plus sous le coup d'un acheteur de dettes. À dire, le pays emprunte, mais quelqu'un achète les dettes et ça fait encore un éternel endettement, c'est-à-dire. Donc, aujourd'hui, j'ai plus les informations. Je ne sais pas si on va finir avec l'acheteur de dettes, mais tout ça là doit nous inquiéter, sincèrement. Oui, c'était vous. Non, c'est comme je l'ai dit ici la semaine écoulée, tous les pays vont quand même sur le marché financier pour lever des fonds. Et donc, en l'absence de données, vous en l'avez dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous dire ce qu'on fait des sous? Ceux qui peuvent le faire sont là. Oui, mais c'est difficile d'avoir l'information aujourd'hui, c'est très difficile. Non, je crois il y a à l'Assemblée, non, je crois qu'il faut faire la démarche sur des questions assez pointues, qu'il faut se rapprocher. Il y a une commission des finances à l'Assemblée qui se charge de l'ensemble de ces questions-là. Je crois qu'il faut d'abord investiguer, il faut d'abord mener des démarches. C'est sûr que tout ne peut pas être confidentiel. Il y aura forcément des éléments qu'on va vous livrer qui peuvent permettre aux journalistes d'investigation de recouper. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, bon, trop souvent, on se dit, bon, nous mettons nous-mêmes les barrières.
sans aller chercher l'information, on dit, bon, c'est vrai que c'est compliqué, c'est compliqué avec la confidentialité et tout, mais il y a quand même des données disponibles qu'on peut avoir. Et je crois qu'il faut, c'est à partir de l'ensemble de ces données-là qu'on peut vraiment opiner sur l'usage qu'on fait de l'argent qu'on va chercher sur les marchés financiers. Et il revient à l'Assemblée d'ouvrir les débats sur cet aspect-là. On ne va pas rentrer dans ce débat sur l'Assemblée nationale, puisque nous connaissons un peu comment cette Assemblée a été installée et toutes les polémiques qui sont liées à cette Assemblée nationale. Comment cette Assemblée a été installée? Non, dans tous les cas, toujours est-il que on ne fera pas le débat toujours est-il que l'Assemblée est là, l'Assemblée est là et c'est l'organe de contrôle. Oui, elle demeure notre tout à fait assemblée jusqu'à la fin. Quand elle est constituée d'un parti unique, même si c'est deux, le monstre a deux têtes, on l'appelle, ça dit les deux. Non, de toute façon, comme j'ai dit, je ne veux pas ouvrir la brèche. Alors, si, on y reste ou... Non, bon, de toute façon, on va quand même, on va clôturer. Non, de toute façon, comme tu l'as dit, c'est inquiétant. Et aujourd'hui, si on doit payer les salaires sont domiciliés maintenant dans les banques. C'est les banques qui... Il y a beaucoup d'informations. Quand vous voyez des fonctionnaires, surtout les enseignants qui vous ramènent des informations de leur aller-retour, c'est-à-dire on n'a pas une certitude que ça va au plan économique. Si ça allait vraiment. Puisqu'aujourd'hui, il y a tellement de taxes, tellement d'impôts. Je me demande s'il y a un gouvernement dans ce pays, il y a un régime dans ce pays qui a autant collecté de taxes et d'impôts. Jamais. En réalité, on devait ressentir ça autrement. Non, mais vous devez quand même reconnaître que le Bénin évolue et que ses besoins avec, et qu'il faut forcément trouver des sources de non, mais le paradoxe, le contraste, vous savez, il y a jamais, c'est le premier régime qui a escellé, qui a assaini les finances publiques et qui a tellement pu collecter l'impôt public, les taxes publiques, et qui, le premier régime, et qui quand même a sectionné, a mis les gens sous chômage, a fermé des structures, donc on a réduit la masse salariale. On a réduit les charges de l'État, puisque c'est même allé dire oui, on a réduit les charges de l'État, mais en même temps il y a les ambitions du pays. Tout à fait, et justement, la question aujourd'hui que nous se pose, c'est qu'est-ce qu'on, de façon concrète, qu'est-ce qu'on réalise donc avec tout cet argent collecté, puisque non seulement on a fait en sorte d'avoir beaucoup plus de revenus sur le plan local, donc à travers les taxes et impôts, on a beaucoup emprunté également, et finalement, qu'est-ce qu'on a pu réaliser avec tout cet argent qu'on a collecté depuis 4 ans? Enfin, en tout cas, c'est la question. Et on espère bientôt que peut-être le gouvernement fédéral... Non, qu'est-ce qu'on a pu... C'est comme si poser la question sous cet aspect-là, c'est un déni de tout ce qui est fait comme effort. Vous avez... Non, justement, l'effort, on peut en revenir. L'effort, on peut en revenir. Les infrastructures. Non, de toute façon, la dernière fois, la semaine dernière, on a parlé notamment les routes, etc. Non, mais quand même, là encore, mais je crois qu'on est dans un partenariat, mais pour plusieurs de ces as-là, on est dans des PPP. Et donc, il y a aussi des endettements dedans, même si l'État a une contribution, il y a aussi des endettements dedans. Oui, mais nous y mettons aussi, même si c'est... Voilà, nous y mettons aussi. Oui, donc, ce qui veut dire que il faut forcément qu'on trouve quelque part. Voilà, donc ce qui voudra dire tout n'est pas au budget national. Oui, et la question d'ailleurs que j'avais posée la semaine dernière, de toute façon qu'on ne va pas prendre temps, c'est finalement nos réformes, est-ce qu'elles ne coûtent pas trop cher par rapport à nos conditions aujourd'hui? Moi je comprends, alors que toi tu voudrais dire, si je comprends bien, que ce sont les réformes qui nous ont pompé financièrement. La mise en place des réformes a toujours un coût. Et je vais encore le répéter. Il y a plusieurs aspects sur lesquels vous pouvez vérifier le fait. Lorsque vous allez voir, il y a une dématérialisation systématique d'un ensemble de services aujourd'hui. Il a fallu de l'investissement. C'est vrai que ce sont pas... cette dépense-là ne se retrouve pas dans le panier de la ménagère tout de suite. Et on a encore l'impression que rien ne se fait.
Aujourd'hui, tu es fonctionnaire, tu peux rester enfin, tu peux rester au nord et faire les formalités par ici. Il a fallu qu'on investisse sur une plateforme. On est à quelques minutes de la fin de l'émission et j'ai une toute petite question. En tout cas, c'est un titre dans les canards du jeudi dernier qui m'ont fait sourire un peu. C'est notamment l'actualité par rapport au MPL, par rapport au communal. Alors, les gens se demandent si finalement le balayeur n'a pas été balayé. Non, c'est vrai qu'on peut partir du logo et le présenter sous cet aspect-là. Mais bon, je n'ai pas suivi personnellement les débats au niveau de la Cour suprême, mais ceux qui y ont fait un tour ont pu faire un rendu. C'est un parti qui a péché par sa jeunesse. Ils n'ont pas fait preuve de la rigueur qu'on attendait peut-être d'eux. Il paraît même qu'ils ont posé pas mal de difficultés même à leur propre avocat parce que les irrégularités qu'il y avait dans leur dossier étaient si patentes que le représentant de la Sénat était à l'aise de les démonter à chaque fois. Je crois qu'à l'avenir ils feront mieux. Ils n'ont pas été balayés. Je crois qu'ils ont été victimes de la jeunesse et de la fougue, avec laquelle ils comptaient aller, aux élections. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Avant que je donne la parole à l'Assise, on rappelle quand même rapidement la situation à nos internautes. Il faut le rappeler que la Cour suprême a examiné le dossier qui oppose le parti Mouvement populaire de libération MPL et la Commission électorale nationale autonome Sénat. À l'issue de l'audience qui s'est tenue mercredi 18 mars, la Cour a débouté le parti dirigé donc par Sabi Sira Korokone. Il s'agit finalement, donc, comme je l'ai dit, du balayeur balayé, comme certains l'ont évoqué. Et ce que la Sénat reproche, donc la Sénat reproche principalement deux raisons. Il s'agit donc d'un poste de candidat restant à pouvoir et un surplus de candidats contrairement au code électoral. Et par la suite, le président de la Sénat a évoqué d'autres raisons telles que des doublons de candidature et le mélange des dossiers par arrondissement sans spécification des candidats. Donc voilà rapidement un peu ce qui est reproché au parti. Donc je vous repose la question, finalement le balayeur balayé. Je ne veux pas répondre ni par l'affirmative ni par la négation, mais et je vais plutôt ramener des propos de Sébastien Adjavo quand il se disait encore ne pas être homme politique, pour dire que je prends tout avec pincette et beaucoup de prudence aujourd'hui, surtout en matière politique dans notre pays. Je fais très peu foi aujourd'hui à ce que j'entends, à ce que je vois et à ce qui se fait. Il faut attendre pour demain voir ce qui est vrai. Et c'est comme Sébastien Adjavon, entre-temps, qui disait que lui ne fera pas la politique parce que les hommes politiques, quand ils te disent qu'ils sont à gauche, c'est parce qu'ils sont déjà à droite. Et quand ils te disent qu'ils sont à droite, c'est parce qu'ils sont déjà à gauche. Donc, je résume les faits seulement là. Est-ce qu'ils ont été victimes? Ils n'ont pas été victimes? Est-ce qu'ils ont été balayés? Est-ce qu'ils se sont balayés? D'accord, je laisse ça comme ça. Et pour étayer ça, j'ajoute, dans ce pays, Adrien Humbedji a eu de doublons pour les législatives. Et il a aussi été en justice quelqu'un parce qu'il estime qu'on l'a piégé, on l'a fait. Est-ce que c'est des pièges? Est-ce qu'ils ont été piégés? Est-ce qu'ils se sont piégés? Est-ce qu'ils ont joué à un jeu? Il y a tellement d'hypothèses. Ouais, lorsque vous présentez un dossier et que j'ai appris, je suis pas allé fouiller le dossier, il paraît que toute une circonscription, il n'aurait pas fourni de dossier. J'ai lu ça aussi. Je crois qu'ils n'ont pas. Il y a eu un travail qui n'a pas été bien fait, quoi. Ils avaient l'opportunité. Ils avaient l'opportunité d'exister. Voilà. Pendant les législatives, je pense quand même que ils devraient vraiment bien appeler leur monture. Voilà. Parce que dans tous les cas, et ça, pour finir, dans tous les cas, ils ont été quand même aujourd'hui le seul parti sur les 9 avoir fait cas de leur intention de concourir. Ils ont été quand même le seul parti aujourd'hui à être débouté.
Alors, vous savez, il y a donc forcément quelque chose qui s'était passé. Non, bon, évidemment. Avec beaucoup d'hypothèses, bien entendu. Voilà, avec beaucoup d'hypothèses, c'est beaucoup mieux. Vous avez dit, ça dit, est-ce qu'on a même de loi électorale dans le pays? Il faut partir de là. Et je crois que lors du dialogue que l'autre a traité du troisième acte de la République, que moi j'en vois pas, lors de ce dialogue, je crois qu'il y a eu... Vous n'allez pas dire que nous n'avons pas de loi électorale. Non, pourquoi j'en viens? Exactement. C'est pourquoi je dis ça. Je crois qu'il y avait des dispositions qui ont été prises. On a dit que la Sénat n'est plus là comme organe de sanction. La Sénat devrait accompagner les partis à se mettre en règle. J'ai eu entendre des choses là dans le passé. Quand il y a eu les coups, lors des législatives, il y a quand même la classe politique a pris un certain nombre de dispositions. Ces dispositions-là, aujourd'hui, sont devenues quoi? Est-ce qu'elles ont intégré la loi électorale? Et quand je pose la question de savoir si on a de loi électorale, avec quoi on vote? On ne vote plus avec la carte Lépi que dit la loi. J'ai entendu qu'on doit voter avec carte d'identité. Donc, il y a beaucoup d'embrouilles, il y a beaucoup de méli-mélo, au point où il ne faut pas rester ici pour dire qu'ils ont été victimes de ceci, ils ont été victimes de cela, ils n'ont pas été ceci. Il y a beaucoup d'hypothèses. Il faut laisser le jeu comme ça. Mais en greffe, est-ce que le FPR n'a pas été victime de lui-même? Je dis, c'est pour moi. D'autres peuvent dire oui, non, mais pour moi, je dis, il y a beaucoup d'hypothèses. MPL, il y a eu un souci d'organisation. Je crois qu'ils ont, pour avoir existé, je crois qu'ils ils se sont laissés emporter par cette fièvre-là et ils ne se sont pas concentrés sur la constitution des dossiers. Parce que de toute façon, à la Cour suprême, les débats étaient quand même ouverts, publics. Donc, il s'est passé quelque chose. Et ils auraient dû faire de sorte qu'on ait, surtout eux, qu'on n'ait rien à leur reprocher. Oui, comme le PRD à l'époque. Le PRD était aussi fier de ce dossier. En tout cas, dans tous les cas, ils ont laissé la brèche. Une chose est sûre, ils ont laissé quelque chose. Et puis bon, même si ça s'est passé tel quel, c'est dommage. Mais peut-être qu'ils auraient pu mieux faire comme les 8 autres partis qui quand même... Mais les 8 autres partis aussi sont dans la... Il y en a qui sont dans la... Les autres ont réussi. Une chose est sûre, les autres ont réussi. À franchir une étape. À franchir une étape. Voilà. Donc eux aussi, ils auraient pu... franchir cette étape. Cette étape-là, ouais, c'est ça. Parce qu'ils ont été quand même le seul à être recalé. En tout cas, merci à vous chacun pour votre opinion. Je rappelle quand même à nos internautes que vous êtes là à titre individuel et qu'à aucun moment vos différents propos ne peuvent être engagés contre vos différentes chapelles politiques. Merci. Non, quand tu dis chapelle politique, peut-être chapelle professionnelle. On n'est pas membre de parti politique. Je ne sais pas si je ne sais pas s'il faut tout le temps continuer à le répéter. Même. Il faut on vient et on échange entre nous. D'accord, si vous le dites, alors là, allons-y. En tout cas, merci à vous. C'est bien un plaisir. Merci Yves et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine.